Ces maisons sorties de terre ont une longue histoire, comme toute matérialisation d'un projet mené au forceps avec foi et rigueur. Le cœur à l'ouvrage est toujours fixé sur des objectifs précis, au service de l'humain, au service des Ivoiriens. Ici, nous sommes à la cité OPES 1. C'est l'un de nos programmes sociaux. Alors, si vous imaginez, si vous veniez ici il y a 2 ans, c'était des cocoteraies, c'était très difficile à gérer. Aujourd'hui, vous voyez que les gens vont y habiter et les maisons sont sorties de terre. Là, l'entrée principale de la cité que nous allons voir avec les premières maisons qui ont été livrées. Nous avons ici l'entrée principale de la cité avec du bitume bien fait. Tout cet endroit, c'était de la forêt. C'était de la forêt, c'était surtout des cocoteraies. Déjà, il ne fallait pas céder au découragement. Il a fallu quand même beaucoup de ténacité et toute l'équipe et moi-même avons fait preuve de courage. Et avec l'encouragement bien entendu des agents du ministère, nous avons fait le terrassement normalement. D'abord il fallait décaper, enlever tout ça. Et aujourd'hui vous voyez, c'est une fierté pour nous de voir qu'aujourd'hui nous sommes arrivés quand même à quelque chose de potable. Et les difficultés, Siriki Sangaré et sa dynamique équipe en ont bravé pour tenir à temps le pari de livrer un demi-millier de logements sociaux, répondant ainsi à l'engagement pris avec l'État ivoirien de contribuer diligemment à offrir des logements sociaux aux Ivoiriens de classe modeste, comme celui-ci, M. Abois, qui reçoit ce matin la clé de sa nouvelle maison. On leur remet la clé, de sorte que très bientôt, lui et madame et les enfants puissent vivre dans un cadre bien. Il m'a dit qu'il était dans un quartier, bon, qui n'était pas, comme on appelle, à son goût. Aujourd'hui, il est très content. Moi aussi, je suis content. Le bonheur, leur bonheur fait notre bonheur. C'est pour ça que dès le départ, on a dit qu'il vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. En Côte d'Ivoire, le déficit de logement qui est de 400 000 se creuse chaque année de 25%. L'État ivoirien a donc pris à bras-le-corps cet épineux problème. Donc le chef de l'État, dès son arrivée au pouvoir, a bien voulu lancer un premier petit programme de 60 000 logements. Donc chaque promoteur, vous voyez la production est liée. Lui par exemple, il utilise du préfa, ce qui fait qu'il va vite. Les autres promoteurs utilisent les matériaux traditionnels tels que les agglos de ciment. Encore, il faudra avoir une main d'œuvre avec du matériel adéquat pour pouvoir aller à un rythme soutenu. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense qu'actuellement, si nous faisons une moyenne de 100 logements par promoteur sur les 46, vous voyez que chacun, nous pourrons livrer sur place près de 4 600 logements déjà. Mais ce faisant, la production continue. Et la production continue pour répondre à ce besoin humain fondamental, se loger et surtout bien se loger. Et quand bien même ce sont des logements sociaux, OPES Holding s'impose une exigence de qualité, un cadre confortable qui offre des garanties de sécurité environnementale et un cadre de vie agréable. Mais la force de cette holding, c'est aussi le choix de matériaux de construction innovants. C'est le système innovant qu'on a mis en place, c'est un polystyrène. Polystyrène parce qu'on est dans un cadre où il faut quand même faire de la production massive. Il fallait trouver un système qui permettait quand même d'aller vite. Parce que sortir 60 000 logements, c'est pas une mince affaire. Il fallait trouver une solution et un système de construction très rapide qui s'adapte aussi à notre société. Donc là, vous voyez un peu le type de matériel qu'on utilise. C'est du polystyrène, mais compressé. Et vous voyez autour du fer galvanisé. Et ce fer galvanisé là, en fait, c'est anti-rouille. Donc ça permet en fait, après une première projection là-dessus, créer, comme on appelle, un pré-béton en fait. Donc c'est du fer que vous voyez. Vous voyez entre le fer et le polystyrène, les creux. Lorsqu'on projette le ciment dessus, c'est du micro-béton qu'on projette. Et ce micro-béton là en fait permet à toute cette monture là de se tenir. Donc on n'a pas de mur porteur en tant que tel, tout le système se tient. Ce qui fait que ça devient antisismique. Vous avez un isolant parfait. Et là, quand vous tapez à la main par exemple, pour ceux qui ont des studios d'enregistrement, tout ça, vous voyez qu'il n'y a pas d'écho. Ça permet de
d'isoler. Donc il y a l'isolant thermique qui fait frais dedans. Donc on rentre dans un cadre un peu écologique parce qu'il fallait rentrer un peu dans un système de développement durable. On veut tendre vers l'émergence d'ici en 2020. Donc il faut aussi tenir compte du développement durable. On s'est dit quand même que le développement durable, c'est l'un des piliers aussi de ce programme-là. Hein, il ne faut pas les ménages déjà qui n'ont pas assez d'argent, qui sont démunis, qui ont besoin quand même d'un peu de moyens pour être logés. On ne va pas quand même créer des factures de courant énormes, créer des factures d'eau énormes. Donc déjà avec ça, il y a 30 à 60, comme on appelle à 40% d'économie d'énergie. À part la satisfaction légitime de tenir un pari, Siriki Sangaré sait aussi que le plus dur reste à faire. Conforter son positionnement de bâtisseur prometteur et s'attaquer à de nouveaux défis, fort de la confiance renouvelée de l'État ivoirien, son premier partenaire, et de puissantes multinationales comme le groupe Bolloré. Siriki Sangaré, polytechnicien, est diplômé de l'Institut national supérieur de l'enseignement technique et de l'Institut national de polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Ingénieur de formation, de Paris à Londres, il acquiert d'autres savoirs qui construisent définitivement sa solide personnalité de technicien, doublé du technocrate rompu au management et à la gestion entrepreneuriale. Entre-temps, sa riche expérience managériale dans le café cacao lui inspire une expérience nouvelle, le secteur de l'immobilier. Curieux de tout, Siriki Sangaré est un homme d'affaires averti, mais qui met d'abord et avant tout Dieu et l'humain au cœur de tout ce qu'il entreprend. Je disais à des amis très souvent, lorsque nous avons une discussion, je reprenais très souvent ce que le président Houphouët-Boigny disait. On peut réussir à tous les postes pourvu qu'on y mette du sien. Ma formation est une formation d'ingénieur, donc pratique. Donc j'arrive à m'adapter facilement à toutes les situations. Je fais une série technique, je fais un baccalauréat au lycée technique. Après, j'ai donc fait mathématiques supérieures, maths sup, et après je me suis retrouvé à faire un diplôme d'ingénieur en génie électrique. Et par la suite, je commençais à travailler avec une société française qui a une représentation en Côte d'Ivoire. Et en cherchant toujours à parfaire en fait mon parcours, je me suis retrouvé dans la société familiale, du café de cacao, avec mon oncle. Et moi, j'ai été tout de suite nommé très jeune, directeur technique de la structure. On faisait d'ailleurs près de 100 000 tonnes de cacao par an quand même. Et par la suite, étant directeur technique, après avoir mis en place toute cette structure-là, il fallait évoluer. Donc j'ai pris la direction, comme on appelle, d'exploitation, qui regroupait la direction technique et la direction commerciale. Et après je me suis retrouvé directeur général adjoint, mon oncle, le directeur général de l'antenne de San Pedro. Et mon rôle était donc, au-delà de rentabiliser l'usine, de former toujours la formation. Pour moi c'est très important, former les acteurs qui animaient avant les appelait des groupements à vocation coopérative. Ce n'est pas des coopératives en tant que telles. Il y avait un problème de forme juridique là-dedans. Et donc on a essayé quand même de regrouper, de créer en fait des coopératives, et ces coopératives avaient une base légale. On a essayé de mettre en place des structures où on enseignait aux membres de la coopérative la comptabilité simplifiée. Pour que déjà à leur niveau, ils comprennent ce que c'est qu'un différentiel de cacao, le prix du cacao, pourquoi c'est fixé à tel prix, quels sont les différents coûts qu'il faut, et leur faire comprendre surtout qu'en les regroupant en une coopérative puissante, ils faisaient des économies d'échelle. Je donne un exemple banal. Quelqu'un qui a 5 tonnes de cacao,
qui prend un camion de 35 tonnes, le transport est fixe. Hein. Et s'ils se regroupent à 10, qu'ils ont 50 tonnes, le coût du transport est partagé entre tous ces acteurs-là. Donc ils ont compris, ainsi de suite. Et par la suite, lorsque je faisais mes tournées, j'ai compris qu'ils avaient un besoin social, le logement. Vous voyez un peu. Et déjà, on construisait des petits centres de santé pour eux. Et dans le souci de les loger, on a dit, bon, il faut penser à les logements sociaux. Donc, depuis ce temps-là, j'avais déjà commencé à penser à comment loger ces acteurs de la filière cacao, là. Vous voyez un peu. Et par la suite, là, je vous parle déjà, on était très avancé. On avait commencé à mettre en place toute une structure. Je voyageais beaucoup pour pouvoir trouver la solution la plus adaptée. Et donc, quand le président Ouattara, lors de sa candidature en 2010, on avait déjà fait un slogan de campagne, donc je me suis dit qu'il fallait épouser en même temps ça. C'est là qu'on s'est retrouvé dans les logements sociaux. Et comme j'ai compris qu'il faire rien que les logements sans accompagner globalement les BTP, il fallait quand même créer une structure de BTP en général, en créant une holding. Vous savez comment je fais les choses? D'abord, ce n'est pas par... la volonté n'est pas d'abord pécuniaire, quoi. Vous voyez un peu. C'est d'abord dans un souci de créer quelque chose, d'aider mon prochain. En aidant mon prochain, il faut quand même... Il y a des mesures d'accompagnement, c'est bien évident que lorsque j'aurai embauché certaines personnes, il faut les payer. Donc, il faut créer de la richesse avec ça. Je suis très satisfait lorsque mes collaborateurs sont contents. Vous voyez un peu. Donc, la motivation première n'est pas pécuniaire. La motivation première n'est pas pécuniaire. Donc, ce qui m'a motivé, c'était au départ comment loger ces acteurs-là, ces braves paysans-là, qui avaient quand même une contribution très très importante dans le développement du pays depuis 1960. Hein? Retenez qu'en 1975-77, il y a eu un boom dans le café cacao où la Côte d'Ivoire a fait un excédent budgétaire de 1000 milliards. Ça, c'était dû quand même aux efforts de ces paysans-là qui, évidemment, par manque d'encadrement, par manque de formation, n'arrivaient pas à structurer leur financement. Donc, en les aidant, en mettant de côté 1 franc, 2 francs par kilo, on a réussi quand même à aider certains pour avoir des logements. Voyez un peu. Ben déjà, ce qui porte fondamentalement et personnellement moi, c'est d'abord cette volonté en moi de servir mon prochain. Vous voyez un peu. Je le dis, c'est peut-être difficile souvent à comprendre. Lorsqu'on crée une entreprise, on prend des risques, on embauche, on fait des projections qui peuvent marcher comme ne pas marcher. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été encore plus motivé depuis l'arrivée au pouvoir du président quand même de la République, Alassane Ouattara, qui a créé quand même tout un environnement, un environnement économique qui permettait quand même aux différentes entreprises de se développer. Vous avez vu, le CPC a créé un cadre quand même assez intéressant de fiscalité pour permettre aux entreprises de s'implanter, tout ça. Donc la motivation et ce qui porte en fait, c'est déjà l'environnement créé par les autorités. Vous voyez un peu. Et ça encourage. Et pour qu'on puisse arriver où nous sommes arrivés, il fallait quand même oser. Déjà les logements sociaux, ce n'était pas évident. Tout le cadre institutionnel n'était pas mis en place. Mais il fallait qu'il y ait un président de la République qui incarnait la confiance. Et c'est cette confiance qui nous a tiré un peu vers l'avant, qui nous a dit, bon, quelque chose nous disait toujours à l'oreille, c'est-à-dire qu'au moment où on voulait abandonner, il y a quelque chose qui nous soufflait à l'oreille pour dire, allez-y, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. Vous voyez un peu. Alors, donc, on a quand même œuvré pour que le cadre institutionnel soit parfait, pour que tout le monde soit sécurisé dans l'opération. Vous voyez un peu. Bon, on aura l'occasion peut-être d'en parler, mais aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Le cadre créé par le gouvernement nous a permis d'être arrivés où nous sommes arrivés. Au-delà de la sécurité des personnes et des biens, tout ça, il y a quand même une sécurité humaine que nous voyons aujourd'hui. En ce qui me concerne, j'ai toujours dit à ceux qui veulent entreprendre que c'est le bon moment, quand même un environnement
économique qui était propice au développement de nos différentes entreprises. Il y a certains qui ont le courage d'entreprendre. Bon, il y a d'autres qui sont restés là, mais j'invite quand même tous les Ivoiriens, pas qui résident en Côte d'Ivoire, de la diaspora. J'invite au-delà même des Ivoiriens, tous les Africains qui peuvent quand même, qui veulent le bonheur de l'Afrique, que notre réussite passe par nous-mêmes. On ne peut pas prendre nos problèmes et confier à l'Occident tout le temps. On se voit un peu. Si nous prenons en charge, que nous mettons en œuvre ce que nous avons appris à l'école, que nous nous battions et que nous apprenions à faire nous-mêmes et à régler nous-mêmes nos problèmes, vous comprenez que on discutera d'égal à égal sur certaines tables de négociation avec l'Occident. Alors aujourd'hui, quand je regarde autour, j'ai vu quand même qu'il y a un engouement dans le secteur. Il y a à peu près 40 à 50 promoteurs qui sont là. Le ministre à qui nous devons beaucoup tout ça, le ministre Sanogo Mamadou, qui est le ministre de la Construction et des Logements, qui a œuvré à ce que les jeunes entreprises ivoiriennes puissent être agréées et faire leurs promotions. C'est d'ailleurs ce que vous voyez. Mais il y a beaucoup de chemin à faire. Nous devons nous battre pour que les 60 000 logements qui passent maintenant à 250 000 logements sur les 5 ans puissent être quand même une réalité et que tous les Ivoiriens qui aspirent à avoir un logement décent soient effectivement comblés. Et je pense que si nous respectons notre slogan que vous connaissez, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres, notre objectif c'est que toutes les couches sociales se retrouvent à l'aise dans un habitat conforme. Vous voyez un peu, en respectant toutes les normes, bien sûr.